Mignonté. Premier épisode de mars 2025. Cela fait un mois que nous sommes ensemble, Mignonté, et je crois que nous apprenons à nous connaître. Je vous remercie de me suivre et véritablement de vous être abonné, de soutenir ce podcast comme vous le pouvez en le diffusant. Merci. Mignonté, ce mois est le mois du 5e anniversaire de la mort de Fotso Victor. Non. Je ne suis pas que sa fille et sa mère. Non, je ne vis pas ma vie à travers mon père. Mais il se trouve, Mianté, que je dois défendre mon père. Je dois défendre sa mémoire. Je dois défendre son honneur. Je pense qu'il mérite ça. Je pense que, contrairement à ceux qui souhaiteraient que je fasse comme beaucoup de Camerounais et d'Africains, que je me dise c'est passé, et que je me dis c'était pas important. Fotso Victor n'était pas n'importe qui. Lorsqu'on réussit dans une Afrique colonisée, en ne sachant ni lire ni écrire, ça veut dire qu'on est une légende. Fotso Victor était une légende. Et je m'obstine, en dépit de la violence, en dépit de cette passion de l'ignorance, pour citer encore une fois Achille Mbembe, en dépit de cette tentative qui réussit trop souvent d'exotiser tout ceci, de dire c'est trop compliqué, de dire c'est privé, de dire c'est familial, de dire c'est camerounais, de dire c'est africain, de dire ça ne nous concerne pas, de dire ça ne concerne que les gens d'en haut, de dire il le méritait, de dire il n'est question que d'argent. Je viens là devant vous, je raconte une histoire et je vais m'obstiner jusqu'à ce qu'on me réponde à vous la raconter, à expliquer, à me répéter. Et je pense qu'en dépit de tout, l'histoire de l'Afrique est faite d'histoires comme cela, de ces choses qu'on veut mettre en dessous la table, en dessous le tapis, pour toujours faire des personnes africaines, camerounaises, Bamileke, Banjoun, des gens qui ont réussi le plus difficile, mais qui après n'étaient pas parfaits et qui en fait confirment, comme je l'ai dit au président Biya du Cameroun, que l'homme africain, la personne africaine, n'est pas entré suffisamment dans l'histoire. Je pense que Fotso Victor a fait l'histoire. Et c'est pourquoi, Mianté, je parle en prenant des risques et en disant à tous ceux qui veulent faire de ceci une histoire de famille et une histoire d'argent, que la preuve que tout cela est faux et que je suis là devant vous. On peut dire, Mianté, que le sujet c'est moi, que le sujet c'est une handicapée de service qui, comme tous les handicapés, parle trop et ont une sale bouche. Comme disait quelqu'un sur Facebook dans un commentaire, quelqu'un qui est de la famille Fotso. On peut dire tout cela, on peut faire de moi le sujet. Mais je pense que lorsqu'on écoute et qu'on est capable d'entendre ce que je dis, il est impossible de fermer les yeux et de ne pas se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé et comment cela a pu se passer? Et mienté parce que nous sommes en mars 2025 et parce que le 19 mars 2025, ça fera 5 ans que Fotso Victor décède à 15h45 à l'hôpital américain de Paris. Il faut encore une fois vous raconter. Et ce que je vais faire dans cet épisode de lundi 3 mars 2025, c'est de vous raconter les derniers jours, ou plus exactement l'entrée à l'hôpital américain de Paris et ce qui se passe à ce moment-là. Ce que j'affirme, parce que c'est prouvé, ce que j'ai dit au président Paul Biya, c'est que Fotso Victor a eu
les pires derniers jours imaginables. Son hospitalisation a été affreuse. Et Mianté, quand je dis African lives matter, quand j'essaye de manière assez comme ça idéaliste, mais pas panafricaine, pas pour dire que nous sommes tous les mêmes, nous parler de notre africanité commune, c'est pour dire que le fait que Fotso Victor venait du Cameroun, venait du continent africain, avait respecté les traditions de son village, Bandjoun, l'a desservi, ne l'a pas aidé, a fait que tout le monde, les autorités, le personnel hospitalier, ses docteurs, tout le monde a tourné les yeux devant des choses qui étaient juste anormales. Et qui, choses-là, dans tous les autres cas, aurait fait que les gens se posent la question et arrêtent en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» On parle d'un Bandjoun, d'un Bamileke, d'un Camerounais, d'un Africain, d'un homme qui part de rien et qui devient très riche, qui devient l'homme le plus riche d'un pays, l'homme le plus riche d'une région, un des hommes les plus riches d'un continent, et qui se retrouve à l'hôpital américain, avoir à commander des soins. Il est entre les mains d'un groupe d'individus qui lui prennent la chambre la moins chère pour ne pas avoir à payer plus et pour le mettre jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la mort, sous tutelle. Ne faire en ce qui ne soit jamais confortable pour réagir, pour résister à toutes ces tentations de lui voler ce qu'il reste, de lui imposer leur volonté à la place de dernière volonté qui dérange non seulement ce groupe d'individus, mais des personnes au sommet de l'État du Cameroun et d'autres personnages publics africains nés vers 1926, polygames, hommes d'État, notables, maires à peine réélus. Mais le personnel hospitalier ne le sait pas, on ne voit qu'un pauvre Africain qui vient là avec des personnes qui signent les documents à sa place, qui ne payent pas ce qu'il faut payer et qu'ils ne feront qu'après. Les frais hospitaliers de Fotso Victor ont été réglés plus de 2 mois après sa mort. Alors que on était à la veille d'une pandémie, à une légende africaine, on ne l'a même pas mis dans une suite. On n'a mis personne de sa grande famille, je vais le redire, de sa soi-disant grande famille autour de lui. On n'a mis qu'un garde du corps, le personnel hospitalier qui pourtant connaissait Fotso Victor. L'hôpital américain était son hôpital, l'hôpital américain de Paris était l'hôpital de Fotso Victor depuis plus de 20 ans. Donc on voit un monsieur de plus de 90 ans. On ne se pose pas la question. Mais est-ce qu'il sait ce qui se passe? Est-ce que lorsqu'on laisse ses filles décider d'arrêter les soins, lorsqu'il est en soins intensifs,
Est-ce qu'elles ont le droit, légalement, en France, de le faire? On ne se pose pas la question. Tout est bizarre. Futso-Victor est en soins intensifs. À ce moment, paradoxalement, il y a des conseils d'administration qui se tiennent ou qui se seraient tenus à l'hôpital américain de Paris. Il y a des lettres qu'on envoie à des actionnaires, dont moi, avec la signature soi-disant de Futso-Victor, pour changer les articles de ces sociétés, dont la plus importante au Cameroun est sa société immobilière. Tout cela se passe alors que Futso-Victor, une légende africaine, un des premiers capitaines d'industrie du continent africain, est en soins intensifs. Tout cela se passe sous le nez du personnel hospitalier. On ne se demande jamais, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on respecte la législation française? Mianté, imaginez que Futso-Victor avait pris la nationalité française. Est-ce que vous pensez une seconde que tout cela se serait passé comme cela? Je vais le dire autrement. Imaginez qu'il avait la nationalité française et que ça s'était su. Est-ce que vous pensez qu'on n'aurait pas fait plus attention? Imaginez même, Mianté, que Futso-Victor avait été américain. Est-ce que vous pensez une seule seconde que tout cela ne causerait pas un scandale et que l'hôpital américain n'aurait pas à rendre des comptes et qu'on ne se poserait pas de questions et qu'une presse plus, comment le dire, moins embêtée par l'africanité de Futso-Victor n'aurait pas fouillé en se demandant comment est-ce que c'est possible. Comment est-ce qu'un homme qui a au moins des millions d'euros se retrouve dans une chambre qui coûte moins de 500 € avec seulement un garde du corps, pendant que des personnes le dépouillent. C'est ce qui s'est passé. Et Mianté, pour vous montrer à quel point l'africanité de Futso-Victor était un problème, le médecin qui me parle de la fin de ses jours pense que Futso-Victor est gabonais. Ce n'est pas un homme raciste. Je ne l'accuse pas de racisme. C'est un homme bienveillant. Mais pour lui, africain, c'est africain. Et à la fin, does it matter? À la fin, est-ce que c'est important? Pour lui, noir, c'est noir, africain, c'est africain. Alors que nous savons qu'il y a des différences. Dans Mianté, tellement de choses. Quand je parle de polygamie et que je dis qu'ici ça a eu un rôle négatif, les gens vont dans tous les sens. Mais je vais donner un exemple. Les enfants de Futso-Victor, là, ceux qui étaient les premiers, ont pu agir comme ça parce que ils avaient le soutien de gens d'en haut qui ont dit ce sont eux qui sont légitimes. Lorsque je parle au cardiologue de mon père, il me dit je n'ai jamais vu un de ses enfants. Je n'ai jamais vu, je l'ai dit, que votre père venait seul avec son garde du corps et il entrait seul. Et c'était à moi de lui expliquer ce qui n'allait pas. Et moi, je pense, oh mon Dieu,
Fotso qui, en vieillissant, avait de plus en plus de mal à comprendre la langue française. Tant de choses comme cela, où on a banalisé, où on a détourné le regard en disant c'est anormal, mais c'est africain, c'est entre eux, ce sont les sauvages. Nous, on ne ferait pas comme ça, mais eux, ils le font comme ça. Et en plus, l'État du Cameroun approuve. L'État du Cameroun qui a ses habitudes à l'hôpital américain. Ce n'est pas le seul État. Donc, quand moi j'ai secoué, jusqu'à aujourd'hui, Mianté, l'hôpital américain de Paris, de Neuilly, refuse de dire qui était là, qui n'était pas là. On sait qu'il meurt seul, mais on ne sait pas tout ce qui s'est passé là. Je vous demande, pour ceux qui refusent d'entendre, imaginez cela. Vous qui pensez que vous valez mieux que Fotso Victor, que vos efforts, parce que vous êtes plus sage, plus diplômé, plus avisé, mieux entouré. Imaginez que vous réussissez le plus difficile. Que vous venez d'un pays que le président Trump pourra appeler shithole country. Que vous faites votre vie privée comme vous le voulez, en vous disant, pour parler comme Fela Kuti, je serai un homme africain. Je vais prendre plusieurs épouses. Que vous vieillissez, que vous vivez longtemps, et qu'à ce moment où vous avez besoin que quelqu'un vous défende, que personne ne le fasse, et que ceux qui devraient parler, dire, c'est illégal, ou du moins, il y a des questions qui se posent, qu'on doit se poser, que personne ne dise rien. Parce qu'on dit africain, polygame, c'est trop compliqué, il y a trop d'enfants. Et puis, ça ne nous concerne pas. Et puis, de toutes les manières, l'État, ceux qui comptent, ceux qui ont le pouvoir, nous disent tout est en règle, il n'y a pas de problème. Fotso Victor fait plus de 2 semaines en soins intensifs. Plusieurs fois, on pense qu'il est mort. On se dit en tout cas qu'il ne s'en sortira pas, puisque les médecins ont dit qu'il était en phase terminale. On fait tout pour qu'il ne rentre pas au Cameroun et qu'il ne meure pas à Banjul. Parce qu'on se dit, c'est plus facile de tout régler là, à l'hôpital américain de Paris. Parce qu'il est un homme exceptionnel. Il sort des soins intensifs. Il fait ce qu'il peut. Le médecin à qui j'ai parlé m'a dit qu'il avait commencé à se forcer à marcher. Pour au moins essayer de mourir dans son appartement parisien. Mais le petit groupe qu'il avait kidnappé empêche qu'il soit en contact avec le reste de sa famille. Parce que il est important qu'il ne dise rien. Il est important qu'il ne parle pas de son testament. Il est important qu'il ne dise rien sur ce qui obsède la plupart de ceux qui ne veulent pas entendre ce que je dis. Son patrimoine, l'argent, 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 l'argent. Et parce que aussi, il y a un État et des personnages publics qui ne sont pas camerounais. Des personnages publics qui ne sont pas que camerounais, qui se mêlent de tout cela et qui décident qu'on va tout contrôler.
et qu'on va prendre ce qu'on peut prendre et qu'on va, encore une fois, profiter du fait qu'il s'agit ici d'un Africain que rien ne protège, même pas son argent, même pas le fait d'avoir été l'allié politique du président Paul Biya. On utilise toutes les méthodes. Et la France laisse faire. Parce que le mot, les chuchotements, la permission tacite, ou même précise, pardonnez-moi le mot, c'est pas comme ça que je devrais le dire, mais je le dirais comme ça, vient de là. On laisse faire. On se dit, on contrôle. On contrôle. On sauvagement en France. Un vieux monsieur, il est à l'hôpital américain de Paris. Des choses se passent. On a demandé l'arrêt de soins par des gens qui n'ont pas la permission. On ne respecte pas la législation française. Rien ne se passe comme cela se devrait. On ne se pose même pas la question, est-ce que cet homme, qui n'est pas qu'un vieux nègre, comprend ce qui se passe? Qu'est-ce qui le montre? Qu'est-ce qui le prouve? Mais ce n'est pas lui le plus important. C'est toutes ces personnes de l'ombre-là qui ont le pouvoir et qui décident que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et mon père, celui que j'appelle mon enfant parce que j'ai le nom de sa mère, accepte. Il ne se donne pas en spectacle. Il ne sait pas écrire. Il ne peut pas écrire un message à ceux de ses enfants à qui il a des choses à dire. Il sait que son accès au monde extérieur est contrôlé, puisqu'il n'a pas de téléphone. Il n'a pas de téléphone. Son garde du corps lui passe un téléphone portable quand on le lui ordonne. Mais il ne peut pas communiquer avec qui il veut communiquer. Il ne peut absolument rien dire. Il accepte cela. Parce que il est terrorisé par l'humiliation publique. Il sait que c'est la fin. Et surtout, il se dit qu'en acceptant cela, en ne parlant pas, on va au moins l'enterrer dignement. Et que ses alliés, ses amis politiques et économiques et financiers feront en sorte que ses dernières volontés soient respectées. Rien ne s'est passé comme il pensait que cela se devait se passer. Oui, il s'attendait au pire. Mais il pensait au moins que des gens autres que sa mapchue handicapée, sa fille en situation de handicap, se leveraient pour dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Enterrons-le. » Respectons ses dernières volontés. Et après le reste, c'est entre eux. Donc, Mianté, moi, j'apprends tout cela après son décès, qu'on ne m'annonce pas, que je découvre d'abord sur les réseaux sociaux. Je n'y crois pas. Je refuse de penser que ces personnes-là, que ce groupe-là irait jusque-là. Je me dis, ça peut pas être vrai. Je me dis qu'au moins par un mail, par un texto, on m'annoncerait qu'il est mort. Donc, je n'y crois pas. Quand on annonce sa mort, le vendredi 20 mars 2020, je pense que, comme quand André Fotso était mort, que c'est une erreur. Qu'il n'est pas possible que mon père meure et que je ne sois pas au courant.
C'est quand un demi-frère malin, pour être gentil, me met en cessé d'un mail qui s'était passé entre eux, que je comprends, que j'apprends que Fotso Victor est mort. Et plus tard, un mois ou un mois et demi plus tard, parce que nous sommes en pleine pandémie, quand je commence à avoir quelques contacts avec des gens d'en haut, je comprends que ça sent mauvais. Mais Mianté, je me dis toujours, le plus important n'est pas l'héritage. Le plus important reste Fotso Victor. Le plus important est de l'enterrer. Le plus important est de faire en sorte que il ait des honneurs dignes de sa longue et riche vie. Le plus important est que ses dernières volontés soient respectées. Le reste, il y a des histoires de succession, d'héritage dans tous les coins du monde. Ce n'est pas de cela qu'il est ici question. On a humilié une légende africaine, non seulement en France. Il n'a même pas eu droit à une messe avant qu'on ne fasse rentrer son corps au Cameroun, comme celle d'un féman et d'un bandit. Comment accepter cela? Sans dire, c'est pas important, c'est un Africain. Et alors, famille, réglez cela entre vous, ça ne nous concerne pas. Mais Mianté, c'est mon parti pris. C'est le parti pris de ce podcast. Se dire, non, non, lorsqu'un Africain fait des choses, même s'il n'est pas parfait, même si on n'est pas d'accord avec ses choix personnels, même si on n'est pas d'accord avec ses choix politiques, il a le droit d'être protégé par la loi. Il a le droit de s'attendre à ce qu'on le respecte, à ce qu'on respecte sa dernière volonté, ses dernières volontés. Il a le droit d'être enterré dignement et il doit être protégé contre tous ces préjugés, tous ces stéréotypes qui font que dans une institution comme l'hôpital américain de Paris, on laisse passer l'ensauvagement en disant c'est africain, ça rapporte et ce n'est pas important. Je pense qu'accepter l'humiliation avant et après sa mort d'un grand Africain nous rabaisse tous. Et le nous ici, c'est tous ceux qui ont l'Afrique en commun. Tous ceux qui ont l'Afrique en commun d'une manière ou d'une autre. Qu'on le veuille ou non. Le fait d'avoir l'Afrique en commun fait que nous partageons cette histoire. Et que nous avons intérêt à faire en sorte qu'elle compte, qu'elle soit sue pour empêcher que d'autres personnes nées en Afrique, d'origine africaine, aimant l'Afrique, aient ce même traitement où on se dit, c'est pas grave.
C'est pas grave. Ça ne compte pas. La monstruosité ici est normale. La loi ne compte pas. C'est l'Afrique. Ce sont les Africains. Ils vont régler ça entre eux. On peut fermer les yeux et ne se focaliser que sur l'argent. Mianté, l'histoire est celle-là. L'histoire est celle-là. Mon combat est celui-là. Il n'est pas qu'individuel. Je crois. Je veux croire. Je fais le pari qui nous concerne tous. Tous. Et qu'ici, mettre la lumière ne va pas que mettre fin à toutes sortes de pratiques, mystiques ou pas. Mais va arrêter ce genre de combine d'illégalité acceptée en bas et en haut lorsqu'il est question des Africains, des personnes d'origine africaine. Parce que on pense que personne ne se lèvera jamais pour dire non, non, ça ne se passe pas. Mon pari, Mianté, pour conclure cet épisode du lundi 3 mars 2025, est que ceux qui comprennent ne peuvent pas rester indifférents et dire cela n'a aucune importance. Futso matters. Disability matters. African lives matter. Nouvel épisode ce vendredi et épisode in English demain mardi. Merci de vous abonner. On reste ensemble.